Avril 1945. Les forces alliées franchissent les portes de Bergen-Belsen, un camp de concentration nazi situé en Basse-Saxe, en Allemagne. Ce qu'elles découvrent dépasse toutes les attentes. Des milliers de cadavres non enterrés, des corps entassés dans la boue au milieu de l'odeur de la mort, tandis que des hommes, des femmes et des enfants agonisent sous les yeux d'un monde qui, jusque-là, avait ignoré leur souffrance. Ce qui est particulièrement glaçant, cependant, c'est la présence d'un groupe de femmes armées de fouets et de fusils, des gardiennes formées à l'idéologie du Troisième Reich, qui ont transformé leur rôle en une démonstration brutale de pouvoir et de cruauté. Loin d'apporter un quelconque soulagement aux victimes, ces gardiennes sont devenues des rouages clés dans la machine de l'horreur. Parmi elles se distingue Irma Grese, surnommée l'ange de la mort, une figure dont la férocité a effacé toute trace de compassion. Ce chapitre de l'histoire révèle que la cruauté n'avait pas de genre, et qu'après la chute du Reich, la justice a cherché à rétablir l'équilibre. Les dernières ombres sur la potence, la fin des gardiennes à Hamelin. Entre septembre et décembre 1945, les procès dits de Belsen se sont déroulés, quelques mois seulement après la libération de Bergen-Belsen par les forces alliées. Ces procès ont eu lieu avant les célèbres procès de Nuremberg. La présentation de preuves visuelles sur les conditions dans les camps a marqué un tournant, car des enregistrements vidéo ont été utilisés pour la première fois comme preuve dans un tribunal militaire. Ces procédures, suivies de près par la presse internationale, ont offert une perspective détaillée sur les horreurs derrière les barbelés. Entre 1945 et 1949, les tribunaux militaires britanniques dans la zone occupée d'Allemagne ont jugé des centaines de criminels de guerre présumés. Sur les 937 accusés, 677 ont été condamnés. Parmi les peines prononcées, 230 incluaient la peine de mort et 174 exécutions ont été réalisées avant la fin de 1945. La plupart de ces exécutions ont eu lieu à la prison d'Hamelin, un établissement situé en Basse-Saxe, adapté pour appliquer la peine capitale selon les directives britanniques. Albert Pierrepoint, désigné par l'armée britannique, était chargé d'exécuter les condamnés à Hamelin. Les exécutions avaient lieu dans une zone distincte du bâtiment principal, équipée d'une potence inspirée de celle utilisée à la prison de Pentonville, à Londres. Cette structure comportait de larges trappes, adaptées pour des exécutions doubles si nécessaire. Au total, 191 hommes et 10 femmes ont été exécutés. Parmi ces femmes figuraient 3 gardiennes associées à Bergen-Belsen, Irma Grese, Johanna Bormann et Elisabeth Volkenrath. Pour ces cas, les règlements exigèrent la présence d'au moins une surveillante de prison de grade appropriée. Le sous-directeur Wilson, de la prison de Strangeways, était présent lors des premières exécutions féminines le 13 décembre 1945. Cependant, Pierrepoint s'occupait personnellement de tous les aspects techniques de la procédure. Irma Grese, la plus jeune femme condamnée à mort par la loi britannique, fut pendue à l'âge de 22 ans. Certains rapports mentionnent qu'elle aurait tenté de résister à l'installation de la cagoule. Selon des témoignages, le mot « schnell » vite aurait été entendu au dernier moment. Bormann et Volkenrath ont suivi. L'une d'elles, de petite taille, avait été surnommée « la belette » dans certains documents, tandis que l'autre avait fait des déclarations sur les conditions du camp. Toutefois, les sentences furent exécutées comme prévu, sans modification. Ainsi s'acheva le sort des gardiennes à Hamelin, un chapitre consigné dans les archives des procès et dans la mémoire des témoins des exécutions. Albert Pierrepoint, l'exécuteur implacable de l'armée britannique. Albert Pierrepoint fut une figure centrale de la justice britannique après la Seconde Guerre mondiale, exerçant comme bourreau dans les procès pour crimes de guerre en Allemagne. Sa carrière de 25 ans en fit l'un des exécuteurs les plus prolifiques de l'histoire, avec plus de 600 exécutions à son actif, y compris celles de certains des criminels de guerre nazis les plus notoires. Pierrepoint n'était pas un homme ordinaire. Il venait d'une famille de bourreaux, suivant les traces de son père, Henri, et de son oncle, Thomas, qui avait également exercé cette profession en Grande-Bretagne. Dès son plus jeune âge, Pierrepoint manifesta un intérêt pour le métier familial. À 27 ans, en 1932, il fut engagé comme assistant exécuteur et réalisa sa première exécution en décembre de la même année sous la supervision de son oncle. En 1941, il devint bourreau en chef et commença à se forger une réputation.
Avant les procès de Belsen, il était déjà connu pour avoir exécuté des criminels célèbres en Grande-Bretagne, comme Gordon Cummins, surnommé le tueur des Blackouts, et John Hay, le tueur à l'acide. Sa méthode était méticuleuse. Pierrepoint calculait précisément la longueur de la corde en fonction de la taille et du poids du prisonnier, s'assurant que la chute provoquerait une mort instantanée par fracture du cou. Il testait chaque potence avec des sacs de poids pour garantir le bon fonctionnement. Cette approche professionnelle lui permettait de réaliser plusieurs exécutions en une seule journée, souvent avec une précision clinique. Lors des procès de Belsen, Pierrepoint fut sélectionné pour exécuter les condamnés, hommes et femmes. Le 13 décembre 1945, à la prison d'Hamelin, il supervisa l'exécution de 13 criminels de guerre, dont des membres de la SS responsables de crimes au camp de Bergen-Belsen. Parmi eux se trouvaient 3 femmes, Irma Grese, Johanna Bormann et Elisabeth Volkenrath. Pierrepoint commença par les femmes, les exécutant une par une avant de poursuivre avec les hommes par paires, utilisant la potence double spécialement conçue pour cette occasion. Pierrepoint joua également un rôle dans l'exécution d'espions allemands pendant la guerre, notamment Karel Richter, capturé après avoir parachuté en Angleterre. Cependant, son travail le plus intensif eut lieu après la guerre, lorsqu'il se rendit à plusieurs reprises en Allemagne et en Autriche pour effectuer des exécutions massives, parfois jusqu'à 17 pendaisons en 2 jours. Malgré sa carrière prolifique, Pierrepoint prit sa retraite en 1956 après un différend avec le gouvernement britannique concernant le paiement pour une exécution annulée à la dernière minute. Il ouvrit ensuite un pub avec sa femme et mena une vie paisible jusqu'à sa mort en 1992, à l'âge de 87 ans. Son héritage, bien que controversé, fait de lui une figure clé dans l'application de la justice après les crimes de guerre du Troisième Reich. La sanglante libération de Bergen-Belsen. Le 15 avril 1945, les soldats du 63e régiment anti-chars de la 11e division blindée britannique entrèrent dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, situé dans le nord de l'Allemagne. L'opération ne fut pas une offensive planifiée, mais une décision tactique prise après qu'un émissaire allemand eut alerté les Alliés d'une épidémie de typhus dans le camp. La situation, cependant, était bien plus critique qu'ils ne l'avaient imaginé. En entrant, les soldats découvrirent une scène qui défiait toute idée de victoire. 13 000 corps non enterrés et 60 000 prisonniers à l'agonie. La libération ne mit pas fin immédiatement à la souffrance. Une sévère malnutrition et des maladies causèrent la mort de centaines de personnes par jour pendant des semaines. Beaucoup de survivants, affaiblis par des mois de famine et de maltraitance, succombèrent malgré les soins médicaux reçus. Les rations initiales fournies par les soldats, conçues pour restaurer des forces, s'avérèrent trop riches pour les organismes fragilisés des prisonniers, aggravant encore la crise. Bien que Bergen-Belsen ne disposât pas de chambres à gaz, il était devenu un lieu de mort de masse sous le commandement du capitaine SS Joseph Kramer, surnommé la Bête de Belsen. Initialement prévu comme camp de transit et centre de détention pour prisonniers de guerre, il s'était transformé en un point de réception pour les déportés évacués d'autres camps à l'est. Ce transfert massif entraîna une surpopulation extrême et un effondrement total des conditions sanitaires. La propagation de maladies, comme le typhus, combinée au manque de nourriture et de soins, avait causé la mort de dizaines de milliers de personnes avant l'arrivée des Alliés. Les défis rencontrés par les libérateurs étaient monumentaux. Les soldats britanniques, initialement formés pour le combat, furent contraints d'assumer des tâches humanitaires dans des conditions extrêmes. La désinfection massive du camp, l'inhumation des corps dans des fosses communes et l'assistance médicale aux survivants furent effectuées sous un risque constant de contagion. L'épidémie de typhus, qui avait déjà ravagé la population du camp, continua de faire des victimes même après l'arrivée des sauveteurs. Les chiffres révèlent l'ampleur de la tragédie. Sur les 50 000 morts de Bergen-Belsen, 35 000 étaient décédés dans les mois précédant la libération et des milliers d'autres dans les semaines suivantes. Pour les prisonniers, la libération marquait le début d'une lutte pour la survie que beaucoup ne surmontèrent pas. La libération de Bergen-Belsen, bien qu'un tournant dans la campagne alliée, mit en lumière les ravages causés par les conditions du camp. Les images capturées par les soldats britanniques devinrent un témoignage graphique des crimes commis et l'une des premières preuves directes des atrocités de l'Holocauste. Vengeance et chaos.
Les premières exécutions après la chute de Bergen-Belsen. Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, Bergen-Belsen devint le théâtre de vengeance et de chaos après l'arrivée des forces britanniques le 15 avril 1945. Avant la libération, de nombreux membres de la SS avaient abandonné le camp, laissant un petit groupe dirigé par le capitaine Joseph Kramer, responsable du contrôle interne. Cependant, des troupes allemandes et hongroises restaient dans les environs, assurant une surveillance autour du camp. La situation devint critique lorsque les Britanniques, disposant de peu de personnel, permirent aux gardes hongrois de continuer à assurer la sécurité. La confusion pour les prisonniers fut immédiate. Les mêmes surveillants qui avaient exercé leur pouvoir sous le régime nazi agissaient désormais sous le commandement allié. Cette situation donna lieu à des actes de violence, comme lorsque les gardes tirèrent sur des prisonniers affamés qui tentaient d'accéder aux entrepôts de nourriture. Ces incidents marquèrent un début chaotique pour l'administration britannique du camp. Dans le camp satellite voisin de Hohn, l'arrivée de prisonniers transférés depuis Mittelbau-Dora déclencha un acte de représailles inédit. Les capots, anciens prisonniers qui avaient servi de superviseurs sous le régime nazi, devinrent la cible d'une attaque massive. Sans défense, les capots furent battus et piétinés par d'autres prisonniers organisés en équipe jusqu'à devenir méconnaissables. Lorsque les autorités britanniques inspectèrent les baraquements, elles trouvèrent une scène témoignant de la violence déchaînée. Des mares de sang et des corps mutilés étaient les seuls restes des surveillants. La confusion ne s'arrêta pas là. Le 20 avril, 4 avions allemands attaquèrent Bergen-Belsen, alertés possiblement par des soldats autorisés à retourner derrière les lignes allemandes après la libération. Cet assaut endommagea les installations, y compris l'approvisionnement en eau, aggravant la crise sanitaire dans le camp. 3 membres du personnel médical britannique furent tués lors du bombardement, compliquant encore davantage les efforts de stabilisation. Les Britanniques tentèrent de rétablir l'ordre par des actions symboliques et pratiques. Ils ordonnèrent aux membres restants de la SS dans le camp d'enterrer les corps dans des fosses communes. Sans gants ni vêtements de protection, et sous une stricte surveillance, les gardes SS exécutèrent cette tâche dans des conditions extrêmes. Certains contractèrent le typhus, et au moins 17 moururent à cause de l'exposition. D'autres tentèrent de s'échapper mais furent capturés et exécutés par les forces britanniques. Dans les semaines suivantes, les survivants furent transférés dans un camp pour personnes déplacées, et Bergen-Belsen devint un lieu où la libération s'accompagna d'une vague de représailles et de désordre, prolongeant la souffrance et le chaos après l'effondrement du régime nazi. Elisabeth Falkenrath, l'architecte des destins dans les camps de concentration. Elisabeth Falkenrath, l'une des figures centrales parmi les gardiennes nazies des camps de concentration, joua un rôle décisif dans la gestion et la sélection des prisonniers au cours de sa carrière à Auschwitz et Bergen-Belsen. Née en 1919, son parcours au sein de la structure nazie débuta en octobre 1941, lorsqu'elle fut affectée comme gardienne au camp de Ravensbrück. C'est là qu'elle se familiarisa avec le système de répression et de surveillance, croisant notamment Irma Grese, qui occuperait par la suite des postes de haut rang à Auschwitz. En 1942, Falkenrath fut transférée à Auschwitz, où son rôle prit une importance grandissante. Avec son mari, Heinz Falkenrath, un chef de bloc SS, elle participa activement aux sélections déterminant ceux qui seraient envoyés travailler et ceux destinés aux chambres à gaz. Pendant son séjour à Auschwitz, elle accéda au poste de superviseur en chef des sections féminines du camp, consolidant son rôle au cœur de la machine de contrôle. Des témoignages ultérieurs révélèrent qu'en plus de superviser, Falkenrath participa à des actes de violence physique contre les prisonniers. Bien qu'elle ne fût pas connue pour le sadisme extrême d'autres gardiennes, elle infligeait des punitions corporelles aux détenus désobéissants ou incapables d'obéir aux ordres. Elle portait un pistolet, symbole d'autorité, qu'elle utilisait pour imposer l'ordre dans les baraquements et durant les marches. En février 1945, elle fut transférée à Bergen-Belsen, où elle devint superviseur en chef. Bien que son passage dans ce camp fût bref, sa direction fut marquée par un traitement sévère des prisonniers. Selon des témoins, lors des bains obligatoires, elle infligeait des punitions physiques à ceux qui tardaient à obéir, allant jusqu'à les assommer. On rapporta également qu'elle précipitait des prisonniers dans les escaliers et les écrasait contre les murs,
contribuant aux conditions extrêmes qui caractérisaient Bergen-Belsen durant ses derniers mois d'activité. Après la libération de Bergen-Belsen par les forces britanniques en avril 1945, Volkenrath fut arrêtée et jugée lors des procès de Belsen. Durant le procès, elle admit avoir infligé des punitions physiques mais prétendit avoir agi sous les ordres de ses supérieurs et n'avoir eu d'autre choix. Elle tenta également de justifier ses actions en affirmant avoir cherché à améliorer les conditions dans le camp, une déclaration réfutée par plusieurs témoins qui décrivirent sa participation à des actes de violence et de maltraitance. Le 13 décembre 1945, Elisabeth Volkenrath fut exécutée à la prison de Hamelin après avoir été reconnue coupable de crimes de guerre. Son rôle dans les camps de concentration en fit l'une des figures majeures parmi les gardiennes nazies, dont les actes et décisions marquèrent le destin de milliers de personnes. Irma Grese, de l'Hyène d'Auschwitz à l'Ange de la Mort. Irma Grese, connue sous une série de surnoms reflétant à la fois son apparence et sa brutalité, a laissé une marque indélébile dans l'histoire des camps de concentration nazis. De l'Hyène d'Auschwitz à la Chienne de Belsen, elle était redoutée aussi bien par les prisonniers que par ses collègues gardiens. Bien qu'elle n'ait eu que 19 ans lorsqu'elle débuta sa carrière comme gardienne, sa cruauté et son sadisme la distinguèrent parmi les quelques 2500 femmes qui travaillaient comme surveillantes dans le système nazi. À sa mort en 1945, les journaux la surnommèrent « l'Ange de la Mort », un titre qu'elle partagea avec le tristement célèbre Joseph Mengele. Née en 1923 dans une famille d'agriculteurs allemands, Grese quitta l'école à 15 ans après le suicide de sa mère. Animée par une profonde adhésion à l'idéologie nazie, elle rejoignit la SS. En 1941, elle se porta volontaire pour recevoir une formation au camp de Ravensbrück, un centre dédié à l'entraînement des futures gardiennes de camps de concentration. Son ascension fut rapide. Dès 1943, elle fut transférée à Auschwitz, où elle fut chargée de superviser 18 000 prisonnières. Grese se fit remarquer par son comportement sadique, utilisant régulièrement un fouet, un pistolet et des chiens dressés pour terroriser les détenus. Selon des témoignages de survivants, elle infligeait des punitions sévères pour des infractions mineures. Ses attaques avec un fouet renforcé de cellophane provoquaient des blessures qui s'infectèrent souvent, entraînant des souffrances prolongées. Par ailleurs, il fut rapporté qu'elle força un médecin prisonnier à effectuer des interventions chirurgicales sans anesthésie sur des femmes gravement infectées, intensifiant leur douleur. À Auschwitz, Grese devint également célèbre pour ses marches forcées. Souvent à vélo et accompagnée de chiens dressés, elle supervisait les prisonniers qui parcouraient des kilomètres pour se rendre sur les sites de travail. Ceux qui ne pouvaient pas suivre le rythme étaient attaqués par ses chiens sur son ordre. Ce comportement, bien qu'extrême même selon les normes des camps nazis, contribua à sa réputation gravée dans l'histoire. En 1945, Grese fut transférée à Bergen-Belsen, où elle occupa un rôle similaire de leadership. Son comportement ne s'adoucit pas. Elle continua d'utiliser l'intimidation et la violence pour affirmer son autorité. Capturée après la libération du camp par les troupes britanniques, elle fut jugée lors des procès de Belsen. De nombreux survivants y fournirent des témoignages détaillés de ses crimes. Le 13 décembre 1945, Irma Grese fut exécutée à la prison de Hamelin par Albert Pierrepoint, devenant ainsi la plus jeune femme pendue sous la loi britannique au XXe siècle. Sa vie et ses actions restent un rappel troublant de la capacité de cruauté dans un système ayant dépouillé les individus de leur humanité. Johanna Bormann, la terreur des camps avec ses crocs et ses chaînes. Johanna Bormann, née le 10 septembre 1893 à Birkenfeld, en Prusse orientale, a joué un rôle brutal dans les camps de concentration nazis. Sa carrière de gardienne fut marquée par son recours constant à la violence et son utilisation d'un chien comme instrument de contrôle et de punition. Bien qu'elle ait nié ces accusations lors de son procès, de nombreux témoignages de survivants confirmèrent sa participation à des actes de torture. Avant de rejoindre la SS, Bormann travaillait dans un asile psychiatrique où elle ne gagnait que 20 marks par mois. Son entrée dans le système nazi en 1938, en tant qu'employée civile, représenta une nette amélioration économique avec un salaire de 150 marks par mois, tout en marquant une ascension sociale. Affectée au départ à Ravensbrück comme aide cuisinière,
elle accéda progressivement à des postes de plus grande responsabilité. Dans ce camp, elle se fit connaître pour sa sévérité et sa cruauté envers les prisonnières. En 1943, Bormann fut transférée à Auschwitz, où elle est soupçonnée d'avoir participé aux sélections menées par Joseph Mengele, une accusation qu'elle nia lors de son procès. Par la suite, elle fut affectée au sous-camp de Birkenau avant d'être envoyée à Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, elle supervisa une zone réservée à l'élevage de porcs, une tâche qu'elle utilisa pour punir sévèrement les prisonniers qui tentaient d'accéder à la nourriture destinée aux animaux. L'utilisation de son chien comme arme de contrôle et de torture était l'un des traits les plus notoires de son comportement. Des survivants témoignèrent qu'elle lâchait son chien pour attaquer des prisonniers, causant de graves blessures et parfois même la mort. Lors de son procès, Bormann tenta de justifier cette relation en affirmant que son chien n'était qu'un simple animal de compagnie et qu'elle ne l'utilisait jamais comme une arme. Toutefois, les récits des témoins démontrèrent le contraire. Dans un cas spécifique, elle fut accusée d'avoir ordonné à son chien d'attaquer une prisonnière pendant qu'elle avait ses menstruations, causant des blessures graves. Bormann recourait également à des méthodes de punition physique traditionnelles, telles que les coups de fouet et les passages à tabac. Des prisonnières rapportèrent qu'elle les frappait souvent avec des bâtons et les soumettait à des tortures pour des infractions mineures, consolidant sa réputation de figure redoutée dans les camps. Après la libération de Bergen-Belsen, Bormann fut capturée et jugée lors des procès de Belsen. Bien qu'elle ait cherché à minimiser son rôle, les déclarations de nombreux témoins et survivants dressèrent un tableau clair de sa participation aux crimes commis. Le 13 décembre 1945, elle fut exécutée à la prison de Hamelin. Johanna Bormann reste dans l'histoire comme un exemple du rôle actif des femmes dans le système de répression nazi, utilisant à la fois la force physique et le contrôle psychologique pour maintenir l'ordre dans les camps. Herta Botti, la gardienne qui échappa à une justice pleine et entière, Herta Bott, née le 8 janvier 1921 à Tetro, dans le Mecklembourg, fut l'une des nombreuses femmes ayant activement participé à la structure des camps de concentration nazis. Connue pour son rôle à Bergen-Belsen, Bott devint un exemple de la manière dont certains individus parvinrent à échapper à des peines plus sévères, malgré leur implication dans les crimes des dernières années de la guerre. Avant de rejoindre les camps de concentration, elle travailla comme domestique et suivit brièvement une formation d'infirmière. En 1942, elle fut recrutée par la SS et envoyée à Ravensbrück pour recevoir une formation de surveillante. Cependant, elle n'y resta qu'une semaine avant d'être transférée à Stutthof, près de Danzig. Pendant ces 2 années à Stutthof, elle supervisa des prisonniers et apprit les mécanismes de contrôle du système nazi. En 1944, elle fut affectée à Bromberg, où elle travailla jusqu'en janvier 1945 avant de rejoindre Bergen-Belsen avec d'autres membres du personnel lors d'une évacuation. À Bergen-Belsen, Botte occupa plusieurs fonctions. Elle travailla initialement dans la salle des bains du camp avant d'être assignée au commando du bois, où elle supervisa environ 60 prisonniers, hommes et femmes, chargés de collecter et de distribuer le bois. Des survivants racontèrent comment Bott utilisait des bâtons de bois et ses poings pour punir les prisonniers pour des infractions mineures, telles que le vol de nourriture ou de bois. Certains rapports font également état de cas où elle aurait tiré sur des prisonniers par amusement, bien qu'elle ait nié porter une arme lors de son procès. L'un des récits les plus choquants attribués à Bott est celui d'un passage à tabac ayant entraîné la mort d'un prisonnier surpris en train de voler des épluchures de navets. Selon des témoins, Bott aurait ensuite ordonné à d'autres prisonniers de se débarrasser du corps. Malgré ces accusations, Bott affirma n'avoir imposé que des punitions légères, telles que des gifles pour les prisonniers pris en flagrant délit de vol. Durant les procès de Belsen, sa défense se concentra sur la minimisation de son rôle dans le camp et l'argument qu'elle n'avait fait qu'exécuter des ordres. Elle prétendit que les conditions à Bergen-Belsen, dans les derniers mois de la guerre, échappaient totalement à son contrôle. Son avocat insista également sur son jeune âge, 24 ans, au moment de sa capture, et argumenta qu'elle était arrivée au camp lorsque l'infrastructure nazie s'effondrait déjà. Le tribunal déclara Bott coupable de crimes de guerre et la condamna à 10 ans de prison. Toutefois, sa peine fut réduite et elle fut libérée le 21 décembre 1951, après avoir purgé moins de la moitié de sa peine.
Malgré de nombreux témoignages pointant son implication dans des actes de violence, sa stratégie de défense et le contexte politique de l'après-guerre lui permirent de vivre librement le reste de sa vie. Herta Both demeure un cas emblématique de l'histoire, illustrant comment certains individus impliqués dans les crimes nazis purent éviter des peines plus sévères, laissant en héritage des questions persistantes sur la responsabilité et la justice après l'effondrement du régime. Irène Haschke, la cuisinière de Bergen-Belsen qui semait la terreur. Irène Haschke, née en 1921, était une jeune ouvrière dans une usine textile avant que sa vie ne prenne un tournant radical en 1944. À seulement 23 ans, elle fut recrutée par la SS pour travailler comme gardienne dans les camps de concentration nazis. Bien que son passage à Bergen-Belsen ait été bref, son nom est apparu à de nombreuses reprises dans les témoignages de survivants, qui la décrivaient comme une figure violente et crainte au sein du camp. Contrairement à d'autres gardiennes, Haschke n'occupait pas un rôle officiel de supervision directe des prisonniers. Elle travaillait principalement dans les cuisines 2 et 3 du camp, où elle supervisait la préparation et la distribution de nourriture. Cependant, elle utilisait cette position pour infliger des actes de cruauté souvent arbitraires. Elle fut accusée de renverser volontairement la soupe des prisonniers, de leur refuser des secondes portions et de les faire attendre jusqu'au prochain repas. Sa violence ne se limitait pas aux cuisines. On sait qu'elle se promenait fréquemment dans le camp, armée d'une matraque en caoutchouc, frappant des femmes et des jeunes filles sans raison apparente. L'un des récits les plus perturbants relate qu'à quelques jours de la libération, elle poussa une prisonnière dans une citerne d'eau, provoquant sa noyade. Haschke ordonna ensuite à 2 autres prisonniers de récupérer le corps et de l'enterrer près du camp. Lors de son procès, Haschke tenta de minimiser sa responsabilité, affirmant que ses actes étaient des réponses à des incidents mineurs, comme des prisonniers renversant de la soupe ou salissant le sol des cuisines. Elle chercha également à faire porter la responsabilité à ses supérieurs masculins, Karl Franzio et Nicolas Jenner, qui occupaient des rôles principaux dans la gestion des cuisines. Cependant, de nombreux témoignages confirmèrent que ces actes de violence étaient de son propre fait et qu'elle inspirait la peur par son comportement imprévisible. Bien qu'elle ait reconnu avoir frappé des prisonniers à certaines occasions, elle nia les crimes les plus graves qui lui étaient reprochés. Le tribunal trouva néanmoins suffisamment de preuves pour la déclarer coupable de crimes de guerre et la condamner à 10 ans de prison. Elle fut libérée en 1951, après avoir purgé moins de la moitié de sa peine. Peu de choses sont connues sur la vie d'Irène Haschke après sa libération. Elle n'avait ni famille connue, ni résidence fixe à l'époque, et aucun détail supplémentaire sur son sort ultérieur n'a été enregistré. Son cas illustre comment des individus, initialement étrangers aux structures de répression, se sont intégrés au système nazi et ont commis des actes horribles, souvent sans remords ni empathie envers leurs victimes. Si Haschke reste une figure mineure dans la machine de Bergen-Belsen, ses actions individuelles ont contribué aux souffrances de nombreux prisonniers sous sa supervision. Herta Ehlert, de boulangère à gardienne, le visage ordinaire de l'horreur. Herta Ehlert, née en 1905, incarne l'exemple d'une vie apparemment ordinaire qui s'est transformée en une participation active à un système d'oppression et de mort. Avant de rejoindre le système des camps de concentration nazis, elle travaillait comme assistante boulangère à Berlin, un emploi qu'elle quitta en 1939 lorsqu'elle fut recrutée par l'Office de l'emploi pour devenir fonctionnaire civil de la SS. Bien que les femmes ne pussent officiellement faire partie de l'organisation, Ehlert intégra sa structure, recevant un uniforme et un salaire bien supérieur à celui de son précédent emploi. Son premier poste fut à Ravensbrück, un camp de concentration dédié à la formation des gardiennes. Selon ses témoignages, son rôle initial était mineur et se limitait à séparer les travailleurs civils des prisonniers. Cependant, ses responsabilités augmentèrent avec le temps et en 1942, elle fut transférée à Majdanek. Dans ce camp, elle supervisa des groupes de travail et commença à exécuter des ordres punitifs, marquant ainsi le début de sa participation directe aux dynamiques de contrôle et de répression. En 1944, Ehlert retourna à Ravensbrück pour suivre une formation avancée sous la direction de Dorothea Binz, une surveillante réputée pour ses méthodes disciplinaires brutales. Durant cette période, Ehlert adopta des pratiques violentes qui allaient définir son comportement ultérieur à Auschwitz
et Bergen-Belsen. À Auschwitz, Ehlert supervisa le travail des commandos féminins, exécutant les ordres de la hiérarchie du camp. Elle fut ensuite transférée au sous-camp de Reiskow, en Pologne, où elle continua à exercer son rôle de surveillante. Son transfert à Bergen-Belsen dans les derniers mois de la guerre renforça sa position au sein du système nazi, où elle devint sous-chef des gardiennes sous la direction d'Elisabeth Volkenrath et d'Irma Grese. Contrairement à Grese, Ehlert n'était pas connue pour son apparence ou son charisme. Elle était décrite comme une femme obèse, maladroite mais extrêmement rusée et malveillante. À Bergen-Belsen, son principal outil de contrôle était un fouet, qu'elle utilisait pour infliger des punitions sévères aux prisonniers. Des témoignages affirmèrent qu'elle forçait les femmes à se déshabiller sous prétexte d'inspection et les soumettait à des fouilles minutieuses à la recherche de valeurs. Elle surveillait également constamment les travailleurs des cuisines, imposant la discipline par des menaces et des passages à tabac. Après la libération de Bergen-Belsen par les troupes britanniques en avril 1945, Ehlert fut arrêtée et jugée lors des procès de Belsen. Durant le procès, elle nia toutes les accusations, affirmant n'avoir jamais participé à des actes de torture ou de meurtre. Toutefois, de nombreux témoignages de survivants décrivirent en détail les violences physiques et psychologiques qu'elle infligeait. Finalement, elle fut déclarée coupable de crimes à Bergen-Belsen, mais acquittée par manque de preuves concernant le camp de Cracovie. Ehlert fut condamnée à 15 ans de prison, mais sa peine fut réduite et elle fut libérée en 1953 après avoir purgé moins de la moitié de sa sentence. Elle vécut le reste de sa vie en liberté, laissant derrière elle un héritage de complicité dans un système qui transforma des civils ordinaires en acteurs essentiels de sa machine de répression et de mort. D'Irma Grese, connue pour sa brutalité à Auschwitz et Bergen-Belsen, à des figures comme Elisabeth Volkenrath et Johanna Bormann, toutes ont participé directement ou indirectement à un système qui a infligé d'immenses souffrances à des dizaines de milliers de personnes. Malgré leur tentative de minimiser leurs responsabilités lors des procès de Belsen, les témoignages des survivants et les preuves présentées ont révélé l'ampleur de leurs crimes. Les sentences prononcées reflétaient la gravité de leurs actions, des peines de prison pour celles qui occupaient des rôles secondaires, et la potence pour celles qui incarnaient les aspects les plus cruels et impitoyables du régime. En décembre 1945, la prison de Hamelin devint le dernier lieu pour Grese, Volkenrath, Bormann et d'autres condamnés. Ces exécutions et condamnations marquèrent non seulement la fin de leur vie, mais laissèrent également une empreinte dans la mémoire collective, rappelant comment la responsabilité individuelle peut être utilisée au sein de systèmes oppressifs pour perpétuer la souffrance. Bien que leur nom soit principalement associé à leurs crimes, les enseignements tirés de leurs procès restent un témoignage de l'importance de rechercher la justice, même dans les ombres les plus sombres de l'histoire.